Dans un pays longtemps décrit comme un simple point perdu dans le désert, un détail presque invisible a renversé toutes les certitudes. Quand des récoltes autrefois condamnées à pourrir au bord des routes ont soudain trouvé une seconde vie, un basculement silencieux a commencé à réécrire la place d'un peuple que l'on croyait voué à la dépendance. Quel sens cela prend-il pour vous lorsque Ibrahim Traoré transforme un acte aussi ordinaire en déclaration d'indépendance ? Ce qui paraît minuscule au premier regard pourrait en réalité expliquer tout ce qui va suivre. Ce voyage ne vise pas seulement à raconter une succession de projets, mais à dévoiler ce que signifie réellement, pour une nation longtemps décrite comme pauvre et enclavée, le fait de se relever par ses propres mains. L'enjeu principal est simple. Comprendre comment un pays que beaucoup considéraient comme condamné à dépendre des autres a réussi, pierre après pierre, récolte après récolte, à réinventer le sens même de sa souveraineté. Une souveraineté qui ne se proclame pas, mais qui se construit dans le quotidien le plus concret. Ce récit vous offrira une lecture différente, presque inversée, où la force ne vient pas de la richesse ou de l'armement, mais de la capacité à transformer la faiblesse apparente en moteur d'autonomie, et où chaque initiative locale révèle une logique plus vaste que l'on ne perçoit qu'en regardant d'assez près. Et voici la micro-accroche. Si une simple tomate, un rayon de soleil ou une goutte d'eau peuvent bouleverser le destin d'un pays, que se passe-t-il lorsque ces éléments commencent à s'aligner ? La suite pourrait déplacer votre perception. La première rupture véritable n'est pas venue d'un discours, mais d'un résultat mesurable. En l'espace de quelques années, plus de 160 villages ont été raccordés à une source d'énergie que le pays n'avait jamais pu appeler sienne. Ce simple nombre, posé au milieu d'un territoire longtemps maintenu dans l'obscurité, dévoile un renversement silencieux que peu avaient anticipé. Car derrière ce basculement, un fil conducteur se dessine. Ce n'est pas un projet isolé, mais une chaîne d'initiatives où chaque étape répare une fracture héritée du passé. Là où les récoltes pourrissaient autrefois au bord des routes, une transformation a commencé lorsque des usines locales ont remplacé la dépendance envers les importations. Là où les marchandises devaient traverser des corridors contrôlés par d'autres, la construction d'une route majeure reliant l'intérieur du pays à la Côte d'Ivoire a relancé une circulation que l'on croyait impossible. Et là où la tombée de la nuit condamnait des villages entiers à la stagnation, les premières installations solaires ont offert une autonomie que personne n'attendait vraiment. Dans cette progression, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme le point de rencontre entre des volontés dispersées, des ingénieurs formés localement, des travailleurs qui n'avaient jamais imaginé participer à de telles constructions, des agriculteurs qui redécouvrent la valeur de leur propre récolte. Chaque avancée devient alors une réaction en chaîne où l'amélioration d'un domaine déclenche l'ouverture d'un autre. Le contexte plus large révèle une volonté profonde, celle d'un pays longtemps décrit comme l'un des plus pauvres du monde, mais qui choisit de se reconstruire avec ce qu'il possède déjà. Du soleil, de la terre, des mains, et une décision collective de ne plus attendre l'aide extérieure pour avancer. Ce qui, au départ, semblait seulement pratique, mieux transporter, mieux produire, mieux éclairer, devient une redéfinition de l'indépendance elle-même. Dans l'histoire récente d'Aurora, personne n'aurait imaginé que la transition vers une autonomie réelle commencerait par des gestes aussi discrets. Pourtant, lorsque Kyle Ariston s'est avancé non pas avec des promesses spectaculaires, mais avec une manière de faire presque artisanale, un nouveau fil conducteur est apparu. Son rôle n'était pas d'imposer un récit, mais de servir de point de référence pour une multitude d'acteurs qui cherchaient à comprendre comment leur pays pouvait se relever par lui-même. Le premier cas marquant venait des plaines d'Izarn, où une coopérative agricole, épuisée par des années de pertes, avaient fini par accepter que leur récolte ne valait presque rien sur les marchés extérieurs. Kyle Ariston n'a pas apporté de subventions gigantesques. Il a simplement réuni des techniciens locaux, installé une petite unité de transformation alimentée par des panneaux solaires d'origine aurorienne et laissé la coopérative en devenir propriétaire collective. En quelques mois, leurs fruits ne traversaient plus la frontière pour revenir sous forme importée. Ils étaient vendus directement aux familles voisines, créant un cercle de valeur entièrement interne. Le second exemple venait des quartiers périphériques de Solenar,
la capitale. Des rues autrefois plongées dans l'obscurité se sont trouvées éclairées grâce à une équipe de jeunes ingénieurs formés sur place qui ont construit une microgrille énergétique à partir de composants manufacturés dans les ateliers d'Aurora. Ici, la réussite ne tenait pas à la puissance des machines, mais au fait que tout avait été conçu, assemblé et entretenu par des habitants du quartier. Tout a commencé par une rupture discrète mais déterminante. Dans les archives d'Aurora, ce moment est souvent décrit comme la première fissure dans le vieil horizon, un instant où les choses ne suivaient plus le cours attendu. Les agriculteurs d'Izarn venaient d'apprendre que leur production serait encore dévaluée cette année-là. Certains parlaient déjà de renoncer, d'autres de partir. La tension montait. Et c'est là que Kyle Ariston proposa une alternative inattendue. Transformer sur place, garder la valeur au sein du territoire, inverser l'ordre habituel des choses. Le Quichua survint lorsqu'une unité de transformation locale fut inaugurée. Rien de monumental, une petite structure, quelques machines assemblées dans les ateliers d'Aurora, mais l'effet fut immédiat. Les fruits ne s'entassaient plus au bord des routes. Les transporteurs cessaient de dicter leurs prix. Les coopératives reprenaient le contrôle. Les habitants voyaient leurs produits revenir sous forme de confitures, de pâtes, de conserves fabriquées chez eux, par eux. L'économie commença à se refermer comme un cercle autonome. Puis le mouvement gagna les routes. La voie reliant Izarn à Solenar, longtemps négligée, devint soudain un axe vital. Les camions roulaient plus vite, les délais de transport étaient réduits. Les villages qu'on croyait figés dans la poussière virent arriver des commerçants, des artisans, des élèves. Ce qui n'était qu'un chemin secondaire devint un fil d'acier vibrant reliant la campagne au marché urbain. Le Xiao Trao surgit quelques mois plus tard, lorsque les premiers panneaux solaires produits localement furent installés au cœur des quartiers périphériques. La nuit ne tombait plus comme une sentence. Les ruelles s'éclairaient, les boutiques restaient ouvertes plus longtemps, les ateliers mécaniques se mettaient à tourner après le coucher du soleil. Une dynamique nouvelle s'installait. Elle se voyait, elle se sentait, elle changeait les habitudes. Là où l'on avait appris à vivre en calculant chaque heure de lumière, des familles entières découvraient la liberté d'allumer une lampe sans inquiétude. Kyle Ariston n'était pas au centre de toutes ces scènes. Souvent qu'il n'était même pas présent, il laissait les équipes locales mener, corriger, tester, recommencer. Son rôle, disent encore les ingénieurs du projet, n'était pas d'être le visage de la transformation, mais de créer les conditions où elle pouvait se multiplier sans supervision constante. Et c'est exactement ce qui se produisit. Le Dushan apparut dans les mois qui suivirent. Les coopératives agricoles s'unirent pour créer des dépôts régionaux. Les petites usines demandèrent de nouvelles formations techniques. Les jeunes de Solenar commencèrent à enseigner au village comment entretenir leurs panneaux solaires. Les transporteurs, voyant la demande augmenter, organisèrent des lignes régulières entre les districts. Tout semblait converger vers une même idée. Aurora n'attendrait plus des solutions extérieures. Elle produirait les siennes. Les habitants parlaient d'une terre qui se relève. Les journaux évoquaient un pays qui reprend sa voie. Les marchés se remplissaient de produits estampillés Aurora. Les écoles utilisaient des appareils fonctionnant grâce à la microgrille. Les familles ne craignaient plus les longues saisons sombres. Au point de départ, moins de 18% des districts d'Aurora disposaient d'une capacité de transformation locale fonctionnelle, une proportion qui résumait à elle seule l'état de dépendance dans lequel le pays s'était enlisé depuis des décennies. Cette donnée, froide et brutale, servit de miroir. Elle montrait la fragilité de l'économie aurorienne sans offrir la moindre échappatoire. Lorsque ce pourcentage grimpa vers des valeurs nettement plus élevées, le changement ne se mesura pas seulement en infrastructure, mais en autonomie réelle du territoire. Le premier indicateur visible concerna l'énergie. Avant l'expansion des microgrilles, à peine 42% des foyers avaient accès à une source lumineuse stable après le coucher du soleil. Ce chiffre, que beaucoup acceptaient comme une fatalité, cachait un coût social considérable. En quelques années, les installations produites localement permirent de franchir un seuil inédit. La majorité des districts ruraux étaient désormais équipés, ce qui changea radicalement la manière dont les familles organisaient leur journée. Les ingénieurs résumaient la transition d'une phrase.
Chaque ampoule installée ajoutait 1 heure de liberté. Le deuxième repère quantifiable apparut dans les chaînes agricoles. Avant l'émergence des unités de transformation, la perte post-récolte approchait 31% dans certaines régions, un taux qui affaiblissait tout l'effort collectif. Quand les coopératives commencèrent à traiter leurs produits près des champs, ce pourcentage chuta presque de moitié, libérant un volume de marchandises autrefois condamné à disparaître. Cette simple diminution produisit un effet d'entraînement. Plus de ventes locales, plus de revenus stables, plus de possibilités d'investir dans les prochains cycles. Le troisième indicateur, moins visible mais tout aussi déterminant, concernait les déplacements. La route Isarn-Solenar, longtemps considérée comme un passage secondaire, réduisit les temps de transport de près de 40% une fois rénovée. Cette amélioration transforma la dynamique économique de plusieurs districts. Les camions n'attendaient plus des jours entiers pour franchir les tronçons difficiles. Les commerçants purent organiser des voyages réguliers. Les écoles reçurent du matériel en continu au lieu de dépendre des arrivées sporadiques. Une route mieux tracée, expliquait un logisticien, est souvent plus puissante qu'une subvention mal ciblée. Au fil de ces évolutions, K.L. Ariston insista sur un principe simple. Les chiffres ne servaient pas à impressionner, mais à vérifier si l'indépendance se matérialisait réellement dans la vie quotidienne. Son équipe technique adopta alors une méthode inhabituelle pour Aurora. Publier des mesures compréhensibles par tous, et non des rapports complexes réservés aux seuls experts. Ce geste transforma l'usage des données en outil civique. Les habitants pouvaient constater, mois après mois, comment leur district évoluait. Ils apprenaient à lire leurs propres progrès. Ils voyaient ce qui s'améliorait, ce qui stagnait, ce qui méritait d'être ajusté. Chaque pourcentage, chaque réduction, chaque hausse devenait ainsi une pièce du puzzle plus large. Ce n'était plus une abstraction, c'était la preuve concrète que la reconstruction n'était pas un slogan. Elle avançait, elle s'appuyait sur des résultats mesurables. Depuis que les transformations locales d'Aurora se sont multipliées, deux visions opposées se sont affirmées parmi les analystes qui observent la trajectoire du pays. La première considère que l'élan actuel reste fragile, parce qu'il repose sur des structures encore jeunes et sur une main-d'œuvre en apprentissage. Selon cette perspective, les unités de transformation, les micro-grilles d'énergie ou les nouvelles routes manquent encore d'une maturité suffisante pour absorber un choc extérieur important. Les spécialistes de cette approche soulignent que l'expansion rapide peut masquer des faiblesses. Manque de pièces standardisées, dépendance à certains ateliers, variations dans les compétences selon les districts. La seconde vision affirme au contraire que la robustesse d'Aurora réside précisément dans cette diversité. Pour ses défenseurs, la multiplication de petites infrastructures indépendantes crée un système résilient. Si l'une d'elles connaît une panne, les autres continuent de fonctionner. Ils insistent sur les résultats quantifiables déjà obtenus, baisse notable du taux de pertes agricoles, amélioration du transport entre Isarn et Solenar et accès élargi à une énergie stable pour la majorité des foyers ruraux. Selon cette lecture, la force d'Aurora n'est pas centralisée, elle se déploie comme une mosaïque d'initiatives capables de s'adapter aux conditions locales. Face à ces deux positions, une synthèse s'impose. Les risques pointés par les premiers ne sont pas infondés. Un réseau jeune demande du maintien, du suivi et une formation continue de ses techniciens. Pourtant, les faits observables montrent que l'écosystème mis en place évolue dans la bonne direction. Lorsque les pertes post-récolte sont passées de niveaux élevés à des valeurs beaucoup plus faibles, ce n'était pas un hasard, mais l'effet direct d'une organisation mieux alignée. Lorsque la réduction du temps de transport a atteint près de 40%, les districts ont constaté un changement immédiat dans leur capacité à échanger. Et lorsque l'accès à la lumière a dépassé la moitié des foyers ruraux, des écoles entières ont pu réorganiser leurs horaires. K.L. Ariston rappelle souvent que la progression d'Aurora ne dépend pas d'un pari idéologique, mais d'une accumulation de petites preuves tangibles. La bascule s'est produite en une nuit. Ce soir-là, dans le district de Lyria, un événement minuscule en apparence a révélé l'ampleur de la transformation. Pour la première fois, la microgrille locale, produite dans les ateliers d'Aurora, a résisté à une tempête violente sans s'effondrer. Là où les anciennes installations auraient plongé les quartiers dans l'obscurité, les lampes sont restées allumées, les ateliers ont poursuivi leur travail et les habitants ont observé, presque incrédules,
une stabilité qu'ils n'avaient jamais connue. Ce moment, raconté ensuite dans les journaux sous le nom de Nuit de Lyria, devint un symbole inattendu. Il montrait que les infrastructures locales n'étaient plus seulement fonctionnelles, elles étaient désormais capables d'encaisser des chocs réels. Les ingénieurs interrogés expliquèrent qu'ils avaient ajusté leur conception au fil des mois en tenant compte de chaque panne, chaque surcharge, chaque erreur. Lyria venait d'en apporter la démonstration la plus éclatante. Lorsque Kael Ariston visita le district quelques jours plus tard, il résuma l'épisode en une phrase. Une structure qui tient sous la tempête commence à appartenir à ceux qui l'ont construite. Ce soir-là, Aurora comprit que son autonomie n'était plus une promesse, mais une réalité en marche. Lorsque les effets des projets d'Aurora commencèrent à se déployer dans la durée, les observateurs identifièrent 4 cercles d'impact distincts qui dessinaient progressivement une carte nouvelle du pays. Pour les habitants, voici ce qui les concerne. Les changements furent les plus visibles. Dans les villages alimentés par les microgrilles locales, les familles réorganisèrent leur vie autour d'un accès stable à la lumière. Les enfants étudièrent plus longtemps, les artisans reprirent des activités qu'ils avaient abandonnées par manque d'électricité. Dans certaines zones rurales, les foyers rapportèrent une diminution notable du temps consacré au déplacement pour acheter des produits essentiels, puisque les unités de transformation avaient rapproché les biens de consommation des lieux de vie. L'effet sur le moral collectif fut tout aussi déterminant. La sensation que le quotidien redevenait prévisible, maîtrisable, moins soumis aux aléas extérieurs. Pour les petites entreprises, voici ce qui les concerne. La route Izarn-Solenar fut un tournant. Là où les trajets prenaient autrefois une journée entière, les transporteurs mirent désormais moitié moins de temps. Cette amélioration logistique permit à des ateliers de menuiserie, des conserveries locales et des commerces familiaux de planifier leur livraison de manière fiable. Certains districts virent apparaître de nouvelles coopératives qui mutualisaient leurs stocks pour réduire les coûts. Le fait que les infrastructures soient entretenues sur place facilita la création d'activités techniques. Réparation de panneaux solaires, montage de batteries locales, maintenance des installations. Ainsi, la croissance ne se limita pas à la production, mais toucha tout un réseau de métiers annexes. Pour l'administration et les services publics, la transformation fut plus stratégique. Les nouvelles données de consommation énergétique permirent d'ajuster les programmes de maintenance, d'anticiper les besoins saisonniers et de cartographier les zones à prioriser. Les écoles, désormais éclairées de manière régulière, purent adopter des horaires plus souples. Les centres de santé, notamment dans les districts reculés, fonctionnèrent avec des équipements autrefois inutilisables faute de courant stable. L'État comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de fournir des infrastructures, mais d'apprendre à les orchestrer. Kael Ariston encouragea alors une formation continue destinée aux équipes locales afin que la gestion du réseau reste décentralisée, réactive et capable de s'adapter sans attendre des directives lointaines. Pour les régions environnantes, voici ce qui les concerne. Les effets furent cumulatifs. Une route rénovée entraîna l'ouverture de nouveaux marchés. Une microgrille stable facilita l'installation de petites unités de production. Une baisse de pertes agricoles modifia les échanges interdistricts. Les zones périphériques, qui avaient longtemps dépendu de la capitale, se mirent à fonctionner comme des pôles autonomes. Le mouvement se diffusa par capillarité. Un village doté d'un atelier technique finit par former ceux d'à côté. Une coopérative rentable inspira d'autres districts. Peu à peu, l'ensemble du territoire adopta une dynamique où chaque progrès local renforçait un voisin. Ainsi, l'impact d'Aurora ne se mesurait plus uniquement en infrastructures construites, mais en continuité retrouvée entre les gens, les métiers, les services et les régions. À ce stade de la transformation d'Aurora, les analystes identifient 3 trajectoires possibles pour les mois à venir. Chacune dépend de la capacité du pays à consolider ce qui a déjà été construit, à anticiper les contraintes techniques et à maintenir la dynamique locale qui a porté les premiers succès. Scénario de base, la continuité maîtrisée. Dans cette projection, les districts poursuivent l'entretien régulier des microgrilles et des unités de transformation sans chercher à accélérer le rythme. Les coopératives consolident leur chaîne d'approvisionnement, les ateliers locaux augmentent légèrement leur production de pièces et les routes rénovées
permettent de fluidifier les échanges. Quelques retards apparaissent, liés aux périodes pluvieuses ou aux besoins de formation, mais le système global reste stable. Les foyers nouvellement raccordés accèdent graduellement à des horaires d'énergie plus prévisibles. Le pays ne connaît pas d'expansion spectaculaire, mais une progression solide et mesurée. Scénario optimiste, l'effet d'entraînement. Dans cette version, les districts voisins de ceux déjà transformés adoptent rapidement les modèles techniques utilisés à Lyria et Izarn. Les équipes formées localement deviennent des noyaux de compétences capables d'intervenir dans plusieurs régions. Les pertes agricoles chutent encore, tandis que de nouvelles coopératives émergent dans les zones de moyenne altitude. Une partie des composants des microgrilles commence à être produite dans 2 nouveaux ateliers régionaux. Les investissements communautaires se multiplient. Kael Ariston insiste alors sur une logique de diffusion horizontale plutôt que verticale, permettant à chaque district d'adapter ses outils en fonction de son propre relief et de ses besoins. Scénario pessimiste, la pression cumulative. Ici, plusieurs imprévus se combinent. Une saison de tempête plus rude que prévu, des ruptures d'approvisionnement en pièces essentielles et une surcharge temporaire sur certaines lignes. Les districts les plus isolés rencontrent des difficultés à maintenir leurs installations. Les coopératives subissent des retards dans le transport. La dynamique ne s'effondre pas, mais elle ralentit de manière notable. Pour éviter des effets dominos, les ateliers régionaux doivent intervenir en urgence, parfois au détriment d'autres projets en cours. Dans ces 3 scénarios, un point demeure commun. L'avenir d'Aurora dépend moins des aléas extérieurs que de la capacité collective à maintenir l'élan initial. Pour de nombreux habitants d'Aurora, les transformations récentes ne sont plus des concepts abstraits, mais des réalités qui modifient leur manière de vivre. Elles touchent chacun différemment, selon le rôle, l'âge ou les responsabilités de chaque personne. Pour le groupe A, les familles et travailleurs quotidiens, la différence la plus marquante reste la stabilité retrouvée. La lumière dans les foyers change l'organisation des soirées. Les trajets plus courts modifient la façon de faire les courses ou de planifier la semaine. Les produits transformés localement réduisent la dépendance aux importations coûteuses. Ces évolutions donnent l'impression d'un espace de vie plus sûr, plus prévisible, moins soumis aux incertitudes du passé. Beaucoup expliquent qu'ils ressentent pour la première fois que Aurora évolue dans leur sens. Pour le groupe B, les artisans et petites entreprises, le changement se mesure en possibilités. Les délais de livraison plus courts permettent de planifier plusieurs commandes en même temps. Les microgrilles offrent une énergie plus stable aux ateliers mécaniques et aux petits centres de production. Certains entrepreneurs découvrent qu'ils peuvent collaborer avec des districts voisins pour diversifier leurs offres. Grâce à cela, un réseau fragile, autrefois morcelé, devient progressivement une économie locale connectée. Pour le groupe C, les jeunes, les étudiants, les personnes en reconversion, l'effet le plus profond n'est pas matériel, mais mental. Ils voient que des équipes formées localement peuvent concevoir, réparer et améliorer des infrastructures essentielles. Ils comprennent que la compétence peut naître sur place, sans dépendre d'institutions lointaines. Cette idée ouvre une brèche nouvelle, celle d'un avenir qui n'oblige plus forcément à partir. Kael Ariston évoque souvent ce point comme le début d'une génération qui se regarde autrement. Pour chacun de ces groupes, 2 gestes simples peuvent renforcer la dynamique. S'informer régulièrement des projets du district et participer, même modestement, aux initiatives locales. Pour qu'Aurora consolide les avancées réalisées, une feuille de route précise devient nécessaire. Les initiatives locales ont prouvé leur efficacité, mais leur pérennité dépend désormais d'une coordination plus claire entre les districts, les ateliers techniques et les coopératives. Un cadre opérationnel en 5 étapes peut guider cette nouvelle phase. Pour cette étape 1, voici ce qui est proposé. Former des équipes de maintenance régionale. Chaque district doit désigner un groupe de techniciens responsables des microgrilles et des unités de transformation. Leur rôle: intervenir dans un rayon déterminé, avec un suivi mensuel. L'indicateur principal sera la durée moyenne des pannes locales. Pour cette étape 2, voici ce qui est proposé.
Stabiliser l'approvisionnement en pièces essentielles. Les ateliers d'Aurora doivent créer des stocks tampons de composants standards. Ces réserves doivent couvrir au minimum 3 mois d'utilisation. La mesure clé sera le taux d'intervention retardé faute de matériel. Pour cette étape 3, voici ce qui est proposé. Étendre la formation aux coopératives agricoles. Chaque groupe de producteurs doit recevoir un module simple sur l'entretien des mini-installations, le stockage et les cycles de transformation. Le suivi s'appuiera sur l'évolution des pertes post-récolte dans les 12 mois à venir. Pour cette étape 4, voici ce qui est proposé. Cartographier les flux entre districts. Les données de transport, de production et de consommation doivent être centralisées dans un tableau unique, mis à jour toutes les 2 semaines. L'objectif, identifier les goulets d'étranglement avant qu'ils ne deviennent critiques. La réussite sera visible dans la réduction des délais logistiques. Pour cette étape 5, voici ce qui est proposé. Créer un comité de coordination citoyenne. Ce groupe, composé d'habitants, d'artisans et de jeunes techniciens, accompagnera les décisions locales. Kael Ariston soutient cette approche car elle garantit que les solutions restent proches du terrain. L'indicateur sera le nombre d'ajustements réalisés à partir des retours citoyens. Si Aurora suit ces 5 étapes avec discipline, chaque district pourra renforcer ses acquis sans dépendre de structures centralisées. Lorsque l'on regarde en arrière, il devient clair que la transformation d'Aurora n'a jamais dépendu d'un moment spectaculaire, mais d'une accumulation de gestes modestes, nés dans les plaines d'Izarn et les ateliers de Solena. Les mêmes mains qui avaient autrefois observé leur récolte s'abîmer ou leurs machines s'interrompre se sont mises à bâtir, réparer, ajuster ce qui allait devenir les fondations d'un pays en mouvement. Dans les villages, on raconte encore comment la première unité de transformation a changé la manière de travailler. À Solenar, les jeunes ingénieurs se souviennent de la nuit où la microgrille a tenu sous la tempête, comme si ce simple fait avait annoncé que quelque chose d'irréversible venait de commencer. La force de ces instants tient à leur simplicité, rien de théâtral, seulement la preuve qu'un territoire peut se lever par son propre élan. Kael Ariston, interrogé sur ce parcours, a répondu un jour que la véritable autonomie ne se mesure pas à l'ampleur des projets, mais à la capacité d'un peuple à croire de nouveau en ses propres gestes. Ces gestes ont maintenant un nom silencieux, une direction choisie ensemble. Au moment de refermer ce parcours, Aurora n'apparaît plus comme une terre isolée, mais comme un territoire qui apprend, pas à pas, à façonner son propre rythme. Les villages éclairés, les ateliers qui tournent tard dans la soirée, les routes qui relient des régions autrefois silencieuses. Chacun de ces éléments raconte l'histoire d'une population qui a décidé de réapprendre la maîtrise de son quotidien. Ce récit n'appartient pas seulement à ceux qui y vivent, il s'adresse aussi à tous ceux qui observent comment un pays peut se transformer lorsque l'effort devient partagé et que les solutions naissent au plus près du terrain. Peut-être que dans votre propre environnement, un détail invisible aujourd'hui pourrait devenir le point de départ d'un changement discret mais durable. Si cette idée vous parle, vous pouvez poursuivre la réflexion, comparer vos expériences ou simplement partager ce qui vous inspire dans la trajectoire d'Aurora.